Voici le thème de notre cours d'aujourd'hui qui porte de façon sélective sur les points principaux de cette question cruciale de la fiscalité locale directe. Au-delà des connaissances qu'il m'incombe de vous apporter, nous aborderons le sujet du jour sous l'angle à la fois de la simulation des recettes publiques locales et des choix stratégiques qui s'offrent aux élus territoriaux. En guise d'introduction, la fiscalité directe locale au sens strict est composée d'un ensemble de 4 taxes ou 4 vieilles dont le produit s'obtient par la multiplication d'une base nette d'imposition par un taux d'imposition voté par les élus locaux. La fiscalité directe d'entreprise se limite au regard de ce dernier point, c'est-à-dire le vote des taux, à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, dont le produit dépend d'un taux d'imposition voté par les collectivités. Ce n'est pas le cas de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, dont le taux d'imposition non localisé est fixé au plan national. La CVAE, qui sera dans ce cours traitée hors champ de la fiscalité directe locale, forme avec la CFE la cotisation économique territoriale. La fiscalité directe sur les ménages maintenant s'entend communément de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Concernant ces deux dernières, il s'agit d'une définition large, car s'y trouvent les impositions sur les terres agricoles ainsi que sur le foncier bâti industriel et commercial. En revanche, n'y figure pas la taxe d'enlèvement des heures ménagères perçue par les communes ou les EPCI en contrepartie du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, cette taxe qui pourrait être assimilée à un impôt ménage direct. Par commodité, l'usage, l'histoire a consacré l'opposition entre d'un côté les 3 taxes ménages directes et la taxe économique locale directe que formait exclusivement la taxe professionnelle jadis, jusqu'à sa transformation partielle en 2011 en d'une part une contribution économique territoriale regroupant la CFE et la CVAE et d'autre part l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Tout cela ne sera pas étudié dans ce cours. Appliqué aux bases notifiées aux collectivités, le taux d'imposition voté détermine le produit attendu perçu par les collectivités, sachant que celui-ci ne correspond pas nécessairement au montant acquitté par les contribuables. La différence correspond au dégrèvement accordé par l'État. La fixation des taux d'imposition constitue la principale condition nécessaire d'autonomie fiscale. Elle n'est pas suffisante, dans la mesure où il faut aussi qu'existe une localisation des bases qui fournit l'autre condition nécessaire d'autonomie fiscale. Depuis 1981, les conseils locaux votent les taux des 4 taxes directes locales. Auparavant, les élus fixaient uniquement le produit global attendu des contributions, mais le partage entre les 4 familles de contribuables et la détermination des taux résultait de mécanismes de répartition fixés par la loi. Depuis 2011 pour les régions et 2021 à venir pour les départements, ces 2 collectivités locales ont perdu totalement le pouvoir de taux. Dans les communes et leurs groupements, les élus ont la possibilité de voter des taux d'imposition dans la limite de taux plafond et en respectant des règles de lien. La liberté de fixation des taux n'est donc pas complète, mais encadrée, car les collectivités doivent respecter ces 2 dispositions contraignantes. Encore que, concernant les plafonds, l'immense majorité des collectivités affichent des taux d'imposition très éloignés du maximum autorisé, ce qui traduit, écoutez-moi bien, une autonomie fiscale forte. Cette partie 1 est consacrée aux 4 taxes directes et la partie 2 traitera de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Les 4 taxes directes locales, il y en a 3 qui concernent les ménages et ça concerne la taxe sur le foncier non bâti due par le propriétaire de terrains nus et perçue uniquement par les communes et leurs groupements. La taxe foncière sur les propriétés bâties, due par les propriétaires, privés ou publics, perçue exclusivement à compter de 2021 par les communes et les EPCI.
la taxe d'habitation sur les résidences secondaires maintenant, et le cas échéant sur le logement vacant. La première est due par l'occupant, locataire ou propriétaire, au 1er janvier d'un logement imposable. La seconde, dérogeant au fait générateur de l'impôt, qui se trouve dans l'occupation de ce logement, eh bien la seconde peut s'appliquer sur vote du conseil municipal à des logements vacants, sauf si une taxe nationale sur les logements vacants est perçue dans la zone où se trouve la commune. La taxe est due au bénéfice exclusif de la commune au titre des logements inoccupés depuis plus de 5 ans. Au sens strict, n'est retenu dans le champ d'appartenance à la fiscalité directe que la cotisation foncière des entreprises. Celle-ci est due au titre des locaux professionnels occupés par un contribuable propriétaire ou locataire, par les personnes morales ou physiques exerçant une activité professionnelle non salariée. Le produit des 4 taxes directes, le fameux, ce produit perçu à compter de 2021 exclusivement par les communes et les EPCI à fiscalité propre, bien, ce produit s'obtient donc par multiplication d'une base nette d'imposition localisée par un taux d'imposition voté par les conseils municipaux ou intercommunaux. Concernant la CFE, elle est dans l'immense majorité perçue exclusivement par les EPCI ayant adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique, la FPU. Cependant, on compte encore très minoritairement des EPCI à fiscalité intercommunale additionnelle, 4 taxes additionnelles aux 4 taxes communales. Et on trouve quelques petites communes isolées qui ont le droit de rester seules, comme les îles d'Ouessant, de Saint et Dieu, qui perçoivent toujours, pas beaucoup certes, mais qui perçoivent toujours de la CFE. Voici un tableau synoptique qui vous présente pour les 4 taxes la nature de cette taxe, sur quoi elle porte, qui la paye et quelle est l'assiette de son imposition. Maintenant que vous avez acquis les connaissances élémentaires sur l'assiette fiscale locale, passons aux choses sérieuses, au vote des taux d'imposition directe par les élus locaux. Alors, nous le savons, le vote des taux d'imposition est soumis à 2 contraintes. La première a trait au plafonnement des taux d'imposition, au-delà duquel vous ne pourrez pas aller, et deuxièmement, à des liens entre les taux d'imposition des différentes catégories de contribuables. Tout d'abord, le plafonnement des taux, les plafonds de taux d'imposition. Les taux d'imposition doivent demeurer inférieurs à des plafonds glissants, donc évolutifs, et non pas rigides d'une année à l'autre. Les taux des 3 taxes ménages sont plafonnés à 2,5 fois les taux moyens nationaux de l'année précédente. Pour les EPCI en fiscalité propre unique, le taux de CFE ne peut pas dépasser 2 fois le taux moyen communal et intercommunal national. Observez l'année précédente toujours. Les taux plafonds d'imposition, je vous les rappelle: taxe d'habitation secondaire, foncier bâti, foncier non bâti, taux plafond égale 2,5 fois le taux moyen national de N-1. Taux de CFE tout plafond égale 2 fois le taux moyen national de N-1. Alors pour 2021, le taux moyen national de N-1, donc de FB 2020, pour la référence, est la somme des taux moyens pondérés de foncier bâti des communes et des départements en 2020 en raison de la réforme fiscale qui fait passer le foncier bâti départemental dans les communes. Prenons par exemple les années précédentes auxquelles on appliquerait la réforme applicable en 2021. Le taux de foncier bâti constaté dans les communes est en moyenne nationale de 21,19 en 2018. Le taux plafond l'année d'après, c'est 52,98 après application des 2,5. Il y avait un taux de foncier bâti en 2018 et 2019 dans les départements. 16,38 multiplié par 2,5 égale 40,95. Eh bien, si on appliquait la réforme en 2018-2019, le taux de foncier bâti en moyenne nationale serait consolidé à 37,57, c'est-à-dire 16,38 plus 21,19. Le taux moyen national
qui sert donc en référence pour l'année 2019, c'est 37,57 multiplié par 2,5, ce qui signifie un taux de 93,93%, ce qui, vous l'accorderez, donc, est très élevé. Ce qui me fait redire que très peu de collectivités locales se trouvent proches du taux moyen national multiplié par 2,5. Et donc, comme je l'ai dit, une autonomie fiscale importante de ce côté-là. Les liens entre les taux et donc le vote des taux. Les collectivités disposent de deux options de variation de taux, soit proportionnelle, même évolution des 4 taux, soit différenciée. Dans ce dernier cas, la loi instaure un lien entre certains taux dans le but notamment de protéger les activités économiques. Illustration du coefficient de variation proportionnelle. Budget N d'une commune qui a des dépenses et des recettes hors produit fiscal. L'équilibre des dépenses et des recettes se fait grâce à un produit fiscal qu'on va attendre. De la multiplication d'une base nette d'imposition par les taux d'imposition qu'il va falloir voter pour atteindre le produit fiscal attendu d'équilibre de mon budget. Si je regarde la multiplication des bases nettes d'imposition multipliée par le taux de N-1, ça me donne un produit fiscal à taux constant, ce que j'aimerais bien pouvoir voter. Mais j'attends un produit fiscal d'équilibre pour financer mes dépenses. Eh bien, le rapport entre ces deux masses, produit fiscal attendu et produit fiscal à taux constant, c'est le coefficient de variation proportionnelle, qui est égal au produit attendu sur le produit à taux constant. Et je vous rappelle, le produit attendu n'est rien d'autre qu'un produit fiscal d'équilibre. Alors, les liens entre les taux d'imposition, maintenant, dans le cadre d'une variation différenciée. Concernant les taux ménages exclusivement, le taux de TH ne peut augmenter plus que le taux de foncier bâti, sauf si ce dernier augmente plus que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières. Auquel cas, c'est cette évolution qui sert de plafond. La loi de finances 2020 a gelé le taux de taxe d'habitation pendant 3 ans, de 2020 à 2022. Autre lien, le taux de taxe foncière non bâtie, FNB, ne peut augmenter plus vite ou diminuer moins lentement que le taux de la taxe foncière. Autrement dit, si les élus peuvent bloquer ou diminuer à leur guise le taux de foncier non bâti tout en augmentant le taux de foncier bâti comme ils veulent, ils ne peuvent pas, à l'inverse, bloquer le taux de foncier bâti tout en augmentant celui du foncier non bâti. Rappel, évolution du taux de TH inférieur ou égal au minimum entre l'évolution du taux de foncier bâti et l'évolution du taux moyen pondéré des deux taxes, foncier bâti et foncier non bâti. Évolution du taux de foncier non bâti est inférieure ou égale à l'évolution du taux de foncier bâti. Illustrons. D'abord avec un exemple d'une année ultérieure à 2022, car avant 2022, je vous le rappelle, le taux de taxe d'habitation est gelé de par la loi. Regardons du côté de l'évolution du taux maximum. Pour le foncier bâti, c'est libre. Je vais donc fixer un taux d'imposition comme je le veux, avec une évolution de 3%. Cette évolution de 3%, elle me donne l'évolution du taux maximum de foncier non bâti, qui ne pourra pas dépasser 3%. Je décide d'apporter une aide aux exploitants agricoles et je vais diminuer, comme je le veux, le taux de foncier non bâti de moins 2%. Ayant pratiqué d'ores et déjà l'évolution sur les deux taxes dites ménages, je vais avoir le taux moyen pondéré de ces trois taxes et donc l'évolution ici de 2,5% de ces deux taxes. Ce qui m'amène à obtenir l'évolution du taux maximum de taxe d'habitation. C'est l'évolution la plus faible entre l'évolution du taux de foncier bâti de 3 et l'évolution, ici, du taux moyen pondéré des deux taxes, foncier bâti et foncier non bâti. Je vais choisir l'évolution de mon taux de TH ici,
de 1,5%. Je suis donc dans le vrai, comme je l'étais ici. Tout cela est parfaitement conforme à la loi et passera facilement le contrôle de légalité à la préfecture. Regardons désormais, à présent plutôt, n égale 2022. Le taux d'évolution, l'évolution maximum du taux de taxe d'habitation jusqu'en 2022, c'est 0%. Or, je suis toujours à mes 1,5% ici. Eh bien, ça, ce n'est pas possible, c'est faux. Dans un groupement à fiscalité propre unique, le vote des taux ménages, dans cette situation-là, c'est que l'EPCI vote des 3 taxes ménages dans le respect du seul lien du fait que le taux de foncier non bâti ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de foncier bâti. Signalons que l'EPCI peut mettre en place, s'il n'avait pas déjà fait cette mise en place, opéré à cette mise en place, et s'il n'avait pas opté avant 2011 pour la fiscalité mixte, un taux de foncier bâti. Il peut, d'une année à l'autre, mettre en place un taux de foncier bâti sans que une règle s'impose à lui à ce moment-là. En droit commun, le taux d'imposition de CFE ne peut augmenter plus vite ou diminuer moins lentement que le taux de la taxe foncière bâtie ou, si la variation est plus faible, que le taux moyen pondéré des 2 taxes foncières. Autrement dit, l'évolution d'un taux de CFE doit être inférieure ou égale à la plus faible des évolutions constatées d'un côté en foncier bâti, de l'autre, en moyenne, des 2 taxes ménages. Par exemple, si le taux de TH a augmenté de 2% et que la moyenne des 2 taux de foncier n'a varié que de 1,5%, le taux de CFE ne pourra pas augmenter de plus de 1,5%. Alors, avant 2021, c'est le taux de TH qui constituait l'élément pivot du lien à la place du taux de foncier bâti, quoi. De même qu'était utilisé un taux moyen pondéré de 3 taxes ménages, y compris TH, qui n'est plus le cas car la TH disparaît du dispositif de lien. Dans le cas d'un EPCI en fiscalité professionnelle unique, le lien se fait entre le taux de CFE de N et les taux ménages consolidés moyens pondérés hors TH des communes membres en N-1. La croissance du taux de CFE doit être inférieure ou égale au minimum entre la croissance du taux de foncier bâti et la croissance du taux moyen pondéré des 2 taxes. Le lien à la baisse aussi nous intéresse. La croissance, ou plutôt la diminution du taux de CFE, doit être supérieure ou égale au maximum entre la variation à la baisse du taux de foncier bâti et la variation à la baisse du taux moyen pondéré des 2 taxes. Pour l'EPCI en fiscalité professionnelle unique, l'évolution du taux de CFE en N doit être inférieure au minimum entre l'évolution du taux moyen pondéré consolidé de foncier bâti et l'évolution du taux moyen consolidé des 2 taxes, toujours en N-. Il existe des liens dérogatoires à la hausse qui sont très intéressants sur le plan stratégique. 3 principales possibilités dérogatoires à la hausse existent. Une majoration spéciale d'abord. Une majoration spéciale du taux de CFE d'un établissement est autorisée si ce taux local est inférieur au taux moyen national de CFE d'année précédente. Et si le taux moyen pondéré des taxes foncières et d'habitation avant 2021 est supérieur à la moyenne nationale des taux ménages. Dans ce cas, il est possible de majorer le taux de CFE maximum de droit commun, lien simple, non, dans la limite du taux moyen national de N-1, d'au plus 5% de ce dernier en points. Alors, deuxième possibilité, pour les EPCI en FPU, si le taux de CFE est inférieur à 75% de la moyenne nationale de sa catégorie, il peut amener son taux à la moyenne nationale, dans la limite annuelle d'une augmentation relative de 5%. Et cette possibilité est cumulable avec la majoration spéciale. Troisième possibilité, un EPCI en FPU n'ayant pas utilisé une année donnée sa capacité d'augmentation maximum de droit commun de son taux de CFE, eh bien, il capitalise cette possibilité de progression du taux pendant les 3 ans qui suivent. L'utilisation de cette réserve d'augmentation du taux n'est pas cumulable avec la mesure précédente, ni avec la majoration spéciale, ni avec la déliaison à la baisse du taux de CFE. Voici
amené à vous montrer un exemple, alors un exemple très théorique puisque le taux de CFE est très bas, mais pour des questions pédagogiques, il convient parfaitement. En N, un taux de CFE de N-1, donc de référence, nous est donné à 10%. Le taux maximum de droit commun, c'est-à-dire simple, est égal à 10%. Pourquoi? Parce que la variation des taux d'impôt ménage en N-1 est de 5%. Vous ajoutez à 10% ici, ça fait 10,5%. Vous avez une capitalisation des augmentations de taux non réalisées les années précédentes de 1% en points, soit en N-3, 0, en N-2, 0,5%, en N-1, 0,5%. Dans un cas numéro 1, dans une situation numéro 1, le taux de CFE va être stable en N. 10% multiplié par un coefficient de 1 est égal à 10%. J'ai donc une capitalisation en N de 0,5 points, puisque je n'ai pas utilisé les 0,5 points donc, qui m'étaient permis en droit commun. Le cas numéro 2, le taux de CFE maximum donc, est obtenu avec le lien simple, c'est-à-dire que j'augmente au maximum en fonction de l'évolution de mes taux ménages de N-1. C'est-à-dire que je multiplie 10% par un coefficient de 1,05, ce qui me donne 10,5% comme taux d'imposition 2002, puisque je choisis le taux maximum. En capitalisation en N, je n'ai rien, car j'ai utilisé toutes mes possibilités de droit commun en N. Le cas numéro 3, j'ai un taux de CFE maximum avec lien simple plus capitalisation. J'ai donc à l'origine déjà 10,5 que j'ai utilisé, comme ici, donc, ma capacité maximum de lien simple de droit commun. Je n'ai donc pas de capitalisation à N. Et j'utilise ma capitalisation donc maximum donc, enregistrée sur les années précédentes, soit un point qui est égal à 0,5 plus 0,5 plus 0. J'obtiens le taux voté en K3 donc, de 11,50%, qui est donc le taux maximum, y compris dérogation en N. Passons maintenant en N plus 1. Les taux d'impôt ménage de l'année précédente n'ont pas augmenté. Si je prends mon cas 1, celui-ci, vous savez, où j'avais capitalisé 0,5 points et où j'étais à 10%, donc je pars de 10%, donc je ne peux pas augmenter en lien simple puisque je n'ai pas augmenté mes impôts ménages l'année précédente dans les communes. Donc j'obtiens 10 multiplié par 1 égale toujours 10. En revanche, je décide d'utiliser ma capitalisation cumulée, donc maximum, c'est-à-dire 1,5%. 1,5% qui est égal à quoi? Au 0,5 capitalisé en N et au 0,5 plus 0,5 capitalisé en N-1 et N-2. Ça fait 3 années, ces deux-là, plus celle-là. Prenons maintenant le cas numéro 2, le cas numéro 2 ici, qui répond à ce qu'on avait fait l'année dernière. Le PCI a augmenté son taux de CFE avec le lien simple, vous vous rappelez? Donc on était arrivé à 10,5% sans capitalisation. Ce qui veut dire que là, donc j'ai dans ce cas-là donc une possibilité d'augmenter, donc plutôt je n'ai pas de possibilité d'augmenter mon taux selon le droit commun. En revanche, il me reste 1% de capitalisation à utiliser. Et ces 1%, c'est quoi? C'est 0% plus 0,5 plus 0,5. Au total, le taux maximum va être de 11,50%. Le cas numéro 3, vous savez, j'avais utilisé donc le taux de CFE maximum de droit commun en lien simple donc, et la capitalisation. J'étais donc arrivé à 11,5% en N. Donc je repars de N, 11,5%, que je multiplie par toujours le coefficient de 1, car je n'ai pas augmenté mes impôts ménages. Or, maintenant, est-ce que je peux encore avoir de la capitalisation? Ben non, puisque j'avais 0% ici, okay, et j'avais utilisé mes 1% au titre des années précédentes. J'ai donc tout utilisé l'année précédente, je n'ai pas capitalisé l'année précédente, je n'ai donc rien à rajouter et j'obtiens 11,50%. On observe dans les trois cas une similitude de niveau des taux maxima de CFE. Cela découle de la capacité de lissage dans le temps que fournit la capitalisation en termes de modulation de la pression fiscale sur les entreprises. Il existe aussi des liens dérogatoires à la baisse.
La loi autorise une réduction des taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et de TH avant 2021 sans obligation de diminuer les taux de CFE. Alors pour les communes, cette possibilité est assortie de conditions, de contraintes, de contreparties qui ne seront pas ici étudiées. Vous vous reportez à notre ouvrage ou au poli. Dans le cas d'un EPCI en FPU, cas très largement le plus répandu, la diminution sans lien classique du taux de CFE se pratique sans condition. Alors là, je dirais circuler, il n'y a rien à voir. Voici une illustration des mécanismes de lien entre la CFE et les taux ménages. C'est avant 2021. Pourquoi? Car nous ne bénéficions pas aujourd'hui des éléments pour le vote des taux de 2021, avec toutes les moyennes nationales que nous utilisons pour savoir si on est éligible ou pas à telle dérogation. À partir de là, nous avons été obligés de conserver les éléments qui étaient utilisés avant 2021, c'est-à-dire le produit de TH consolidé, taux moyen considéré TH consolidé, et les trois taxes consolidées, alors qu'à partir de 2021, on ne prendra plus en considération que le produit de foncier bâti ici, que le taux moyen pondéré de foncier bâti consolidé. Pareil, ici, on ne prendra en considération que les 2 taxes au lieu des 3 taxes qu'on voit apparaître ici. Alors, je précise les éléments de ce tableau. Vous avez ici le produit de TH communal au total, le produit de TH de l'EPCI, vous obtenez le produit de TH consolidé, bientôt le produit de foncier bâti consolidé. Vous divisez par les bases nettes communales de TH ici, de foncier bâti plus tard, vous obtenez le taux moyen pondéré de TH consolidé. Vous avez ici le produit de 3 taxes communales, bientôt des 2 taxes. Le produit de 3 taxes de l'EPCI, ça nous donne au total un produit de 3 taxes consolidé, commune plus groupement. Vous divisez par les bases nettes 3 taxes communales, vous obtenez le taux moyen pondéré 3 taxes consolidées. Vous observez ce qui s'est passé en termes d'évolution entre N-1 et N-2, ou plutôt l'inverse. Évolution ici avec un coefficient de 1,02949, 2,949%. En revanche, si vous prenez en considération les 3 taxes ménages, l'évolution du taux moyen pondéré, c'est 1,0681, 1,681%. Eh bien, vous allez prendre le plus petit des deux. Et le plus petit des deux, c'est celui de la moyenne pondérée, c'est-à-dire 1,0681. Voici maintenant le calcul du taux maximum de cotisation foncière des entreprises. En droit commun, tout d'abord, vous partez d'un taux de 24,13%. Vous lui appliquez le coefficient d'évolution maximum de droit commun que vous connaissez. Vous obtenez un taux de CFE maximum de droit commun de 24,54%. Une dérogation 1 maintenant. On met en 1 la dérogation pour taux de CFE très faible, inférieur à 75% de la moyenne. On va aller chercher de nouveau le taux d'imposition de N-1, c'est-à-dire 24,13%, que vous comparez à 75% de la moyenne nationale. Vous apercevez que votre EPCI n'est pas éligible à cette dérogation. On aura donc un supplément égal à 0. On reste à 24,13, mais comme on va prendre à ce stade de notre déroulement le plus élevé des deux, on a toujours la possibilité de 24,54 par rapport à ce qu'était le taux de l'année précédente, 24,13%. Passons à la dérogation 2. La dérogation 2, c'est la majoration spéciale. Alors, on répond aux conditions que vous pourrez regarder et examiner par vous-même. On a donc une éligibilité à la majoration spéciale. Vous ferez par vous-même des calculs et vous obtiendrez un montant, ou plutôt un niveau en points de taux d'imposition que vous pouvez rajouter de 1,30%. 1,30% ajouté aux 24,54 qui sont ici ou qui sont là, peu importe, ça vous donne, avec des décimales près, 25,83%. Vous avez une autre possibilité dérogatoire qu'on va comparer, car on prendra la plus avantageuse de toutes après. C'est la dérogation liée à cette fameuse mise en réserve. Vous savez, la capitalisation sur 3 ans. Quelle est cette capitalisation? Elle est de 0,6 points. 0,06 points, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de bon à prendre. Alors, c'est tributaire des choix qui ont été opérés les années précédentes en termes de vote des taux. Pas de capitalisation en N-3, pas non plus en N-1. Il y a seulement en N-2 qu'on n'a pas effectué le choix de voter un taux d'imposition maximum. On rajoute de 0,06 au 24,54, c'est-à-dire
l'évolution maximum de droit commun, et on obtient 24,60. On va aller regarder quelle est la solution la plus avantageuse, dans la mesure où on a envie d'augmenter au maximum son taux de cotisation foncière des entreprises, bien entendu. Et on s'aperçoit que c'est le 25,83, donc selon la dérogation numéro 2 de la majoration spéciale. Le taux d'imposition, donc, va pouvoir augmenter donc, de 7,1% pour avoir un taux d'imposition de 25,83. 7,1%, ce n'est pas négligeable du tout. Voici un schéma général d'illustration du lien entre les taux qui a été imaginé naguère par Pierre Sariot lors d'un cours qu'il prodiguait dans ce master, dans le cadre de la faculté de sciences économiques de Rennes. Le taux de CFE, vous pouvez le baisser tant que vous voulez, liberté totale. Le taux de foncier bâti ou le taux moyen pondéré des deux taxes, vous pouvez les augmenter tant que vous voulez, au sens global du terme. En revanche, le taux de CFE, vous ne pouvez pas l'augmenter comme vous voulez, comme on vient de le voir dans les pages précédentes. Il y a également une possibilité de baisse libre, mais les dérogations font, dans les EPCI, comme je vous l'ai dit, que finalement vous pouvez, comme vous voulez, baisser votre taux ménage sans forcément baisser le taux de CFE. Du côté du foncier non bâti, pareil, la baisse est libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez en taux de foncier non bâti du côté de la baisse. Du côté du taux de foncier bâti, donc au regard du taux de foncier non bâti, vous pouvez l'augmenter tant que vous voulez. Il n'y a pas de ce côté-là de lien avec le taux de foncier non bâti. En revanche, vous ne pouvez pas augmenter le foncier non bâti librement, car cette évolution est liée à celle du taux de foncier bâti. La partie 2 de notre cours est consacrée à la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. La CVAE constitue avec la cotisation foncière des entreprises, la CFE, la cotisation économique territoriale, la CET. Le produit de CVAE reçu par les collectivités locales est calculé à partir d'un taux unique national d'imposition de 0,75% appliqué à la valeur ajoutée des entreprises. C'était 1,5% avant 2021. Le taux global de 0,75% se décompose depuis la suppression de la CVAE régionale en 2021 en 0,3975% pour le bloc communal et 0,3525% pour les départements. En effet, à compter de 2021, ces derniers perçoivent 47% de la CVAE contre 53% pour le bloc communal. Il est intéressant sur le plan économique de suivre l'enchaînement des opérations allant de l'entreprise à la collectivité locale. Commençons par la CVAE pour l'entreprise. La CVAE est due avant dégrèvement, je dis bien avant dégrèvement, par toute entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 152 500 €. Rappel, la valeur ajoutée mesure l'écart entre, d'un côté, la somme des produits ou services vendus à laquelle s'ajoute la marge commerciale entre vente et achat de marchandises, le négoce si vous voulez, de l'autre, la somme des entrants aux consommations intermédiaires dans le processus de production, les matières premières, l'énergie, les loyers, les services divers, etc. Le montant calculé de CVAE ne peut amener l'entreprise à payer une CET supérieure, après 2020, à 2% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. C'était 3% avant 2021. Attention, l'écrêtement est appliqué à la CFE. Regardons de plus près l'assiette de la CVAE. L'élément d'imposition de cette taxe est la valeur ajoutée nette, c'est-à-dire la valeur ajoutée après retraitement comptable par l'administration fiscale. On enlève les transferts de charges et de produits et, attention aussi, les loyers de longue durée. La base d'imposition ne peut, dans le cas général, dépasser 80% du chiffre d'affaires si ce dernier est inférieur ou égal à 7,6 millions et 85% en cas contraire. La territorialisation de l'assiette, ça aussi, c'est important pour nous, s'effectue au prorata pour les 2/3 de l'effectif localisé dans l'établissement situé dans la collectivité et pour 1/3 de la valeur locative de la CFE. Sachant que l'effectif et la base CFE des établissements industriels, elle est multipliée par 5, ce qui permet
de prendre en considération le monde rural où s'implantent souvent les bâtiments de ces industries. Et le taux d'imposition accompagné d'un dégrèvement dit dégrèvement taux. Les redevables sont assujettis à la CVAE à un taux progressant de 0 à 0,75% en fonction du chiffre d'affaires. Alors, le taux d'imposition appliqué, je dis bien appliqué à l'entreprise, est égal à 0,75% dès que le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Et il est nul en dessous d'un chiffre d'affaires de 500 000 euros, là où il y a un dégrèvement total. Entre 152 500 euros et 50 millions d'euros, l'entreprise bénéficie d'un dégrèvement taux inhérent à l'application d'un taux d'imposition dit appliqué inférieur à 0,75%. Avec un taux appliqué à 0% entre 152 500 euros et 500 000 euros de chiffre d'affaires du fait d'un dégrèvement total. Le montant du dégrèvement est naturellement réglé à la collectivité locale par l'État. Vous voyez ici un tableau qui présente la progressivité des taux appliqués en fonction du chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros, le taux appliqué est de 0. Pour un chiffre d'affaires compris entre 500 000 euros et 3 millions d'euros, vous aurez, en fonction de cette formule-là, un taux minimum de 0 et un taux maximum de 0,25%. Pour un chiffre d'affaires compris entre 3 millions d'euros et 10 millions d'euros, vous aurez en fonction de cette formule-là un taux d'imposition qui se situera entre 0,25% au minimum et 0,70% au maximum. Entre 10 millions d'euros et 50 millions d'euros, selon la formule ici présentée, vous aurez un taux d'imposition qui se situera entre 0,70% et 0,75%. Après, c'est un taux unique de 0,75%. Voici le graphique de la progressivité. À partir d'un chiffre d'affaires de 500 000 euros, vous commencez à vous voir appliquer un taux qui va progresser de manière fulgurante jusqu'à 0,25% pour un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, là encore, vous avez eu, depuis votre chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, une montée assez fulgurante encore, avec un taux d'imposition de 0,7% appliqué ici, donc pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Une progression très très lente après, jusqu'à un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros qui vous donne le fameux taux d'imposition qui devient unique après de 0,75% taux d'imposition appliqué. L'existence d'un taux réduit, inférieur à 0,75%, a, comme on l'a vu, pour corollaire la mise en place d'un dégrèvement taux, qui est égal à la différence entre la CVAE à 0,75% et la CVAE à taux réduit. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 152 500 euros, non imposables, ne donnent évidemment pas lieu à dégrèvement. À partir d'un chiffre d'affaires de 152 500 euros et jusqu'à 50 millions d'euros, les entreprises cotisent au taux de 0,75%, mais sont remboursées par dégrèvement plus tard en fonction de leur taux appliqué. C'est comme si elles cotisaient en réalité en fonction de leur taux appliqué. Au-delà de 50 millions de chiffre d'affaires, le taux appliqué est égal à 0,75% et aucun dégrèvement évidemment n'est mis en œuvre. Le dégrèvement taux a pour effet pour les entreprises, premièrement, d'annuler la CVAE des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 euros et 500 000 euros. Deuxièmement, de transformer le taux unique de 0,75% en un taux progressif compris entre 0 et 0,75% en fonction de l'importance du chiffre d'affaires, ce qui est illustré par la superposition des deux courbes dans le schéma suivant, l'avant-dégrèvement et l'après-dégrèvement, qui nous montre la différence entre le taux unique applicable, pour le coup, et le taux appliqué réellement aux entreprises. S'ajoute au dégrèvement taux sur le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 2 millions d'euros. Un dégrèvement de niveau, 1 000 euros, sachant qu'au-delà de 500 000 euros de chiffre d'affaires, une cotisation minimum de 250 euros est exigée de l'entreprise. Alors cela joue sur le dégrèvement de niveau final, évidemment, qui peut être même négatif si la cotisation initiale est inférieure à 250 euros.
la cotisation des entreprises est in fine égale au produit calculé à partir du taux de 0,75%, produit ensuite diminué des dégrèvements de taux et de niveau. Le dégrèvement de taux, il est égal à la valeur ajoutée multipliée par la différence entre le taux applicable unique et le taux appliqué à l'entreprise. Le dégrèvement de niveau, il s'étale de moins de 150 € à 1000 € pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires situé entre 500 000 € et 2 millions d'euros, avec une négativité qui apparaît ici, puisqu'il peut arriver que la cotisation de l'entreprise soit égale à 0 au minimum, à 500 000 € donc de chiffre d'affaires, et il faut donc qu'on lui applique un dégrèvement négatif de 250 € pour aboutir à ce qu'elle paye une cotisation minimale de 250 €. La cotisation de l'entreprise, c'est égal au produit que touche la collectivité locale, moins le dégrèvement taux, moins le dégrèvement de niveau. Voici un tableau qui part d'un chiffre d'affaires en progression entre 150 000 € et 150 000 € et 60 millions d'euros. Vous voyez apparaître ici le produit touché par la collectivité locale, le dégrèvement taux, la cotisation de l'entreprise initiale après dégrèvement taux. On fait apparaître après le dégrèvement de niveau pour les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 500 000 € et 2 millions d'euros, avec ici un dégrèvement maximum de 1 000 € pour les entreprises, une entreprise donc, dont le chiffre d'affaires est égal à 2 millions d'euros. Quand vous êtes encore proche des 2 millions d'euros, 1,7 million, 1,9 million, vous avez encore un dégrèvement de 1 000 €. Mais quand vous vous approchez de 500 000 €, ici vous voyez apparaître un dégrèvement qui n'est pas égal à 1 million d'euros. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer donc, que l'entreprise paye au moins 250 €, ce qui explique par exemple ici que le dégrèvement de niveau soit négatif, de telle sorte que les 158 € de cotisation initiale de l'entreprise arrivent à 250 au final. Voici ici représentée la proportion respective du dégrèvement total et de la cotisation de l'entreprise dans le produit, à 100% donc, perçu par la collectivité locale. C'est ce schéma qui reprend les pourcentages présentés ci-avant, et vous vous rendez compte, sans aller dans le détail, que la CVAE pour les entreprises donc, dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions d'euros, elle est quasi inexistante. Même à 2 millions, l'entreprise ne paye que 10% de ce que va toucher in fine la collectivité locale. C'est l'État qui paye tout le reste. Même entre 2 millions d'euros et 3 millions d'euros. Donc certes, ça devient significatif, la part que paye l'entreprise. Mais tout de même à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'État règle encore 2/3 de la facture à la place de l'entreprise. On voit donc que c'est à partir de 2 millions d'euros, à partir de 10 millions d'euros, que la CVAE a une véritable existence. Le temps est venu de porter notre attention sur la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises perçue par la collectivité. Ce qui, pour les futurs analystes financiers des collectivités locales que vous êtes, présente à l'évidence un intérêt majeur. La CVAE perçue en N par la collectivité est égale à la CVAE acquittable. Je dis bien acquittable par l'entreprise en N-1. Cette CVAE acquittable, c'est quoi? Eh bien, elle est déterminée théoriquement en ajoutant à la CVAE acquittée, collectée auprès de l'entreprise donc, le dégrèvement pris en charge par l'État au titre de l'année précédente. C'est, au décalage de dégrèvement près, ce que l'entreprise paierait au taux de 0,75% si aucun dégrèvement ne lui était accordé. Il est intéressant de mettre en lumière l'enchaînement des opérations menant de la valeur ajoutée d'une entreprise à sa CVAE acquittée, puis à la CVAE perçue par la
collectivité locale. Ce processus présente un intérêt certain pour les travaux d'analyse prospective reliant la situation ou le développement économique d'un territoire au retour fiscal qu'il enregistre à moyen terme. Est mise ici, pour exemple, en jeu une chute du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée d'une entreprise en 2020, tiens donc, avec rebond en 2021. Deux scénarios situationnels sont testés. L'un en situation normale et l'autre en situation de diminution en 2020 des acomptes sur CVAE des entreprises, qu'explique sur le plan de notre trésorerie leur difficulté à payer en 2020 des acomptes qui de surcroît sont loin de représenter le montant de CVAE qu'elles rattacheront à l'exercice 2020. Alors dans notre exemple, les collectivités territoriales réceptrices de l'impôt sont réduites au département et au bloc communal. Ceci nous permet d'homogénéiser les éléments d'avant et d'après 2021, c'est-à-dire après que la CVAE régionale aura été supprimée. Exemple de cette entreprise A, en simulation 1, sans ajustement des acomptes réglés par l'entreprise en 2020. Ce chiffre d'affaires de l'entreprise, il est de 12 100 000 et il augmente, très bien d'ailleurs, de 10% par an. 2020 survient la crise, dure pour cette entreprise, qui perd 30% de son chiffre d'affaires, qui passe en dessous les 10 millions d'euros, ce qui vous dit quelque chose, ça passe en dessous 10 millions d'euros, se situant à 8 470 000. Le rebond est représenté ici par les 57% d'augmentation. Attention, les 57% sont à comprendre de la manière suivante. Nous appliquons par hypothèse 10%, non pas à 2020, mais à 2019. C'est une remise à niveau simple, avec la même augmentation qu'en vitesse de croisière pour ce qui concerne le chiffre d'affaires. La valeur ajoutée nette par rapport au chiffre d'affaires, dans notre exemple, elle représente 86%. Sauf en 2020, où le pourcentage diminue. Pourquoi? Parce que, alors même que le chiffre d'affaires diminue de 30%, un certain nombre de charges fixes demeurent. Ce qui fait que la valeur ajoutée va diminuer plus fortement que ne le fait le chiffre d'affaires. Nous obtenons une valeur ajoutée nette de 6 945 000 qui, elle, s'abaisse de 33,3%. On repart après à la hausse, bien entendu, avec l'effet rebond et la vitesse de croisière qu'on reprend à partir de 2022. Il y a un plafonnement de la valeur ajoutée à 85% du chiffre d'affaires pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions. C'est le cas de notre entreprise. On n'aura donc pas une application de 86% comme taux, mais de 85%, sauf cette année-là, où on se situe déjà en dessous des 85%. La valeur ajoutée plafonnée en 2020 est donc égale à la valeur ajoutée nette tout court. Le taux d'imposition qui va s'appliquer à la valeur ajoutée plafonnée, c'est-à-dire à la base d'imposition. C'est 0,7% selon la formule que j'ai pu vous expliquer, 0,7%, arrondi toujours par défaut, et comme vous le savez, au-delà de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, la progression est très 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 faible. Ce qui veut dire qu'on reste par défaut à 0,70% jusqu'en 2019. Le taux d'imposition s'effondre ici. Pourquoi? À cause de la baisse très importante du chiffre d'affaires, qui de surcroît passe en dessous des 10 millions d'euros. 0,60% donc de taux d'imposition appliqué par rapport à 0,70. On retrouvera après les 0,70 qui vont progresser légèrement pour arriver à 0,71% en 2024. Eh bien, on applique à la valeur ajoutée plafonnée le taux d'imposition appliqué à l'entreprise et on obtient ce qui est dû au titre de l'exercice par l'entreprise, ce que l'entreprise va rattacher à l'exercice en début d'année suivante, donc ce qu'elle va donc rattacher à son exercice, ce que représente la CVAE donc, de cette entreprise au titre de l'année donnée.
nous obtenons ici un double effet. Un double effet, un premier effet qui est lié à la baisse importante de la valeur ajoutée nette et un deuxième effet qui est lié à la diminution du taux. Effondrement donc de la CVAE de cette entreprise due au titre de N. Et puis on retrouve ici l'effet de rebond et la progression naturelle de la CVAE au titre de l'année. Mais intéressons-nous à ce que va payer l'entreprise. Là, on se situe au niveau de la trésorerie et non pas au niveau du bilan. Au niveau de la trésorerie, qu'est-ce qu'on va faire payer à l'État cette entreprise? Elle paye à l'État. L'État, on verra après comment elle paye les collectivités locales. Mais pour l'instant, on paye à l'État, l'administration fiscale, donc un impôt. Donc, eh bien, premièrement, on va payer ce qu'on appelle des acomptes. Les acomptes, qu'est-ce que l'acompte? Eh bien, l'acompte, c'est tout simplement le produit de CVAE au titre de l'exercice précédent. Donc, on vous fait payer ce que vous auriez dû payer l'année avant si on avait vraiment fait payer l'entreprise au titre qu'elle doit au titre de l'exercice. 71 995. Pareil l'année d'après. 41 662 en titre d'acompte payé par l'entreprise, donc qui va donc payer ce qu'elle aurait, si on veut, dû payer l'année d'avant. Alors, le terme dû ici, c'est un terme légal, c'est la loi qui emploie ce terme, c'est pas ce que j'aurais voulu employer, car le dû, il est ici. Bon, on peut accepter qu'on applique le qualificatif de dû ici aussi, mais c'est trompeur, c'est ambigu. Là, c'est effectivement ce qu'on va payer et non pas ce qu'on doit. On paye en 2020 ce qu'on devait justement au titre de l'exercice l'année précédente. On paye également en 2020, ici, un solde qui va s'ajouter aux acomptes qu'on paye. 6 545, 6 545, excusez-moi, en 2020. C'est quoi ce 6 545? Eh bien, c'est un solde. Le solde de quoi? Eh bien, c'est la différence entre ce qu'on devait en 2019 au titre de l'exercice et ce qu'on a payé comme acompte. Ça moins ça nous donne 6 545. C'est logique. On paye ce que on rattache à l'exercice, mais avec un décalage, tout simplement. Et c'est ce qu'on va appeler ici la CVAE acquittée, 78 540 acquittée en 2020, qui n'est rien d'autre que la somme des 71 995 en acompte et les 6 545 en solde. Vous voyez apparaître ici, en 2020, année de la crise, une CVAE acquittée par l'entreprise qui n'a pas été représentative du tout de la crise que subit l'entreprise, qui elle-même peut avoir des problèmes de trésorerie liés justement à cet effondrement du chiffre d'affaires. On aura un effet sur la CVAE acquittée qu'en 2021. La CVAE acquittée en 2021, elle est de 11 350, donc qui est très faible par rapport à ce qu'on a là ici acquitté en 2020. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié aux acomptes, qui sont beaucoup plus faibles, évidemment, puisque apparaît ici, au titre de l'exercice, l'effet crise, qui se traduit en effet crise 2021. Et on a un solde qui est très négatif ici, très négatif, donc, puisque on a eu un report aussi de ce que en 2020 on aurait dû payer et ce qu'on a payé en trop. Et ce qu'on a payé en trop, c'est la différence entre 71 et 41 ici, et ça nous donne 30 000 à enlever. Donc un effondrement spectaculaire de la CVAE acquittée par l'entreprise en 2021. On retrouve après des effets de yo-yo, donc en 2022, effets de yo-yo qui sont liés précisément à ces effets d'acompte et de solde décalé. À l'arrivée, la chiffre CVAE acquittée est de 106 030 en 2024. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, pour voir ce qui se passe après, il nous faut mettre en lumière ce que serait la CVAE au titre de N, donc s'il n'y avait pas le dégrèvement. Alors, on fait apparaître ici le résultat d'un calcul de la valeur ajoutée multiplié par le taux unique de 0,75%. Et donc, on a un chiffre différent du seul fait que là, on réintègre les dégrèvements dans le calcul de ce que l'entreprise paierait si, précisément, elle ne bénéficiait pas, des dégrèvements.
Et donc, voici le dégrèvement qui fait la différence, mais avec un décalage d'1 an. En d'autres termes, ici, le dégrèvement qui est payé par l'État. Donc, ce dégrèvement, c'est quoi? C'est la différence, on le voit ici, entre 77 138 et 71 995. C'est quoi? Ben, c'est la différence entre la CVAE à 0,75% et la CVAE au titre de l'exercice, donc rattaché à l'exercice de N de cette entreprise. L'année d'après, puisqu'on met 1 an de décalage, pour ce qui concerne les dégrèvements en général, on fait apparaître un dégrèvement de 543. Alors, je vous fais grâce dans cet exemple du dégrèvement de niveau. On a donc un dégrèvement taux, uniquement. Et voilà, nous voilà arrivés à la CVE acquittable, dont dégrèvement, évidemment. E égale B plus D. B plus D. Ben, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à cette CVAE acquittée, 78 540, plus le dégrèvement, donc de N-1, et ça nous donne 78 544 plus 543 est égal à 83 683. Voilà ce que nous appelons la CVAE acquittable. Donc, une fois intégré, bien sûr, le dégrèvement. Et c'est alors que nous pouvons faire apparaître ce que reçoit la collectivité territoriale. La collectivité territoriale reçoit en 2020, eh bien, la CVAE acquittable de 2019. Il y a encore un an de décalage là. L'État perçoit l'impôt payé par les entreprises et le restitue à la collectivité locale, y compris le dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'année suivante, c'est-à-dire ici en 2020, 76 075. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître sur ce tableau? Eh bien, on voit apparaître qu'en 2020, dans cet exemple sans ajustement des acomptes, attention, dans cet exemple sans ajustement, eh bien, nous voyons apparaître qu'en 2020, la collectivité locale ne subit pas du tout d'effet de crise, mais pas non plus en 2021 dans cet exemple, puisque vous voyez, la CVAE reçue augmente de 76 à 83, alors même que nous avons connu un effet crise énorme en 2020. Ce n'est qu'en 2022, dans cet exemple-là, qu'on voit apparaître l'effet crise. Vous voyez, avec 2 ans de décalage par rapport à ce que nous connaissons comme effondrement du chiffre d'affaires, ici en 2020. Donc c'est bien ici, en 2022, que dans cet exemple, vous voyez apparaître l'effet crise. L'effet crise avec un effet de rebond, ou plutôt de sur-rebond lié à des effets de yo-yo là aussi, en 2023, et avec un retour de fortune encore en 2024 avant que le dispositif se stabilise. La crise de 2020, suivie d'un rebond de remise à niveau en 2021, a donc en simulation 1 des effets en yo-yo pendant les 3 années de la période 2022-2024, dont des effets baissent en 2022 et 2024. C'est très important en matière de prévision, donc de prospective budgétaire. Il nous faut réaliser une simulation 2 en prenant en considération un comportement économique plus rationnel de cette entreprise A et qui va ajuster ses acomptes pour tenir compte de ses capacités en trésorerie de cette année 2020 qui est une année de crise. Vous voyez ici, les 41 672 d'acompte sont strictement égaux à la CVAE rattachable à l'exercice, ce qui démontre, vous allez me le dire, donc une capacité d'anticipation phénoménale de cette entreprise. Oui, mais c'est pour les besoins pédagogiques de l'exercice. Alors, la CVAE acquittée s'affaisse largement, de la même manière que la CVAE acquittable, qui passe de 76 000 à 53 000 euros. Alors, si je retourne voir ce qui se passait avant, en simulation 1, j'avais une CVAE ici acquittable qui n'était pas touchée par la crise, qui était de 83 000. On est passé à 53 000. L'entreprise a bénéficié en fait de sa politique d'acompte, qui tienne compte donc de la crise. En 2021, il y a un report encore aussi là, puisque vous êtes ici en situation de ne pas avoir de solde et d'avoir un 41 672 d'acompte qui est très loin de ce qu'est la CVAE rattachable en 2021. Donc vous allez acquitter en 2021, acquitter 41 672 avec une acquittable de 52 091 qui là encore est différente de ce qu'on observait en 2021 en acquittable 21 768, c'est-à-dire un effondrement considérable par rapport à 2020.
Ici, non, vous avez un certain lissage sur les 2 années. La simulation 2, donc, mettant massivement en jeu la réduction par les entreprises des acomptes en 2020, elle conduit mécaniquement au lissage des effets de la crise sur la période 2021-2022, en impactant la collectivité dès 21, oui, et par conséquent de manière moins brutale en 2022. La CVAE reçue passe de 76 075 en 2020 à 53 360 en 2021 contre 83 683 en simulation 1. Elle passe à 52 091 en 2022 contre 21 768 en simulation 1. Rien ne change naturellement pour les années 2023 et 2024 par rapport à la simulation 1. Alors, ça pourrait changer si on faisait en sorte que l'entreprise fasse aussi en 2021 un ajustement d'acompte à la hausse. Mais ça sera pour un autre cours. Alors, ce qui est important, finalement, et notamment pour une étude prospective, c'est que les montants de CVAE cumulés de 2021-2022 sont dans les deux simulations identiques, 105, 450. Vous voyez ici, donc, le regroupement des années 2021 2022. On a ici une CVAE reçue 2021 de 83 et de 21. Quand vous passez en simulation 2 à 53, 52, dans les deux cas, ça fait 105, 450.